pendant toute la durée de l'instruction du procès. Il s'ennuie beaucoup, s'entretient avec le juge d'instruction, lit un fait divers et reçoit une visite de Marie. Enfin, le procès prend place. 1 an après le moment du meurtre, on se retrouve donc à nouveau en été avec une chaleur accablante. Les différents témoins défilent à la barre. Quand est venu le tour de Thomas Pérez, un huissier a dû le soutenir jusqu'à la barre. On lui a demandé ce que j'avais fait ce jour-là et il a répondu « Vous comprenez, moi-même j'avais trop de peine, alors je n'ai rien vu. C'était la peine qui m'empêchait de voir. » L'avocat général lui a demandé si, du moins, il m'avait vu pleurer. Pérez a répondu que non. Mon avocat s'est fâché. Il a demandé s'il avait vu que je ne pleurais pas. Pérez a dit non. Le public a ri. Mon avocat s'est retroussé les manches. Voilà l'image de ce procès. Tout est vrai et rien n'est vrai. L'aveuglement de M. Pérez est intéressant car Meursault est lui-même aveuglé la plupart du temps. Le concierge de l'asile est l'un des premiers témoins. Il a répondu aux questions qu'on lui posait. Il a dit que je n'avais pas voulu voir maman, que j'avais fumé, que j'avais dormi et que j'avais pris du café au lait. J'ai senti alors quelque chose qui soulevait toute la salle et pour la première fois j'ai compris que j'étais coupable. Étrangement, c'est le détail du café au lait et de la cigarette qui provoque la défiance de l'auditoire. Marie est entrée. Le procureur lui a demandé de quand datait notre liaison. Il a alors fait remarquer que c'était le lendemain de la mort de maman. Puis il a demandé à Marie de résumer cette journée. Devant l'insistance du procureur, elle a dû raconter notre bain, notre sortie au cinéma et notre rentrée chez moi. Le procureur s'est alors levé. « Messieurs les jurés, le lendemain de la mort de sa mère, cet homme prenait des bains, commençait une liaison irrégulière et allait rire devant un film comique. » Marie a éclaté en sanglots. Elle a dit que ce n'était pas cela, qu'il y avait autre chose, qu'elle me connaissait bien et que je n'avais rien fait de mal. Durant ce procès, Meursault garde un regard extérieur et naïf, ce qui fait ressortir l'aspect artificiel des rôles joués aussi bien par la défense que par l'accusation. Je vous invite à voir mon commentaire vidéo sur le procès de Meursault. Son avocat fait des effets de manche et lui attribue des qualités morales exagérées. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement et j'ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Le procureur, au contraire, le décrit comme un monstre sans âme. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme, et que rien d'humain, et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes, ne m'était accessible. Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manque. Mais il convient d'être sévère, car le vide du cœur tel qu'on le découvre chez cet homme devient un gouffre où la société peut succomber. Ce passage est révélateur, car Albert Camus est un philosophe athée. Or, l'âme représente le sens de la vie tel qu'il est donné par les religions. Elle s'oppose donc radicalement à la notion d'absurdité. Pour le procureur, la société repose justement sur des valeurs inaccessibles à l'homme absurde. Dans L'homme révolté, Camus va au contraire chercher à refonder des valeurs humanistes hors de toute vérité révélée. Dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. À partir du mouvement de révolte, elle a conscience d'être collective. Elle est l'aventure de tous. Notre roman retrace tout ce cheminement dans l'absurde. Pour Camus, ce n'est qu'après un moment de révolte que le sentiment de l'absurde refonde des valeurs humaines dans un monde sans Dieu. On devine que la révolte est la prochaine étape du parcours initiatique de Meursault, permettant en dernier lieu la création d'un nouveau lien avec la société. Le procès se termine sur la condamnation à mort de Meursault. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Le président m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. J'ai réfléchi, j'ai dit non. C'est alors qu'on m'a emmené. Le dernier jour avant son exécution, un aumônier rend visite à Meursault dans sa cellule. Pourtant, il avait refusé de le voir. Meursault se met en colère. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier. Moi, j'étais plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela, mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. C'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps 7 minutes et cette petite aube où je serais justifié. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Lorsque l'aumônier quitte Meursault, il a les yeux pleins de larmes. Cette scène symbolise une nouvelle étape dans l'expérience de l'absurdité. C'est un moment de révolte. Meursault refuse les explications de la religion incarnée par l'aumônier. Symboliquement, il a renoncé aux doctrines qui donnent une explication unique au sens de la vie. Dans le mythe de Sisyphe, Camus explique ce que signifie pour lui ce renoncement. Toute pensée qui renonce à l'unité exalte la diversité, et la diversité est le lieu de l'art. La seule pensée qui libère l'esprit est celle qui le laisse seul, certain de ses limites et de sa fin prochaine. Aucune doctrine ne les sollicite. La fin prochaine correspond bien à la condamnation à mort de Meursault.
Le lieu de l'art explique les images purement esthétiques que l'on trouve dans la dernière scène. Après le départ de l'aumônier, Meursault est soulagé. Lorsqu'il se réveille, le soleil accablant qui était présent durant tout le roman est remplacé par les étoiles. Symboliquement, la contrainte de tout unifier a disparu avec le départ du prêtre. Du même coup, l'hostilité du monde s'est évanouie. Pour en savoir plus, je vous invite à voir mon commentaire vidéo sur la scène finale du roman. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. À l'approche de la mort, Meursault se trouve plus rassuré et plus heureux de vivre dans l'absurdité que dans un monde qui aurait un sens. Ce n'est pas un hasard si Camus termine sur cette notion de bonheur. On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur. Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre, ils sont inséparables. L'erreur serait de dire que le bonheur naît forcément de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l'absurde naisse du bonheur. Cela nous permet de comprendre le nom que Camus a donné à son personnage principal. Meursault contient les deux verbes mourir et sauver. En effet, c'est l'approche de la mort qui lui révèle sa vocation à vivre heureux dans l'absurdité. Ainsi, dans une interview datant de 1955, Camus dira que l'étranger est le seul Christ que nous méritions. Avec l'étranger, il écrit pour ainsi dire le mythe fondateur de l'absurdité. La dernière phrase du roman est mystérieuse. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Comment expliquer cela ? D'une certaine manière, dans cette dernière étape de son parcours initiatique, Meursault retrouve un lien aux autres, même si c'est dans un sentiment de haine. Mais d'ailleurs, la haine n'est pas un sentiment tellement éloigné de l'amour. On peut penser au vieux Salamano, le voisin de palier de Meursault qui insulte sans cesse son chien, mais qui se retrouve désemparé lorsque celui-ci disparaît. La haine reste un lien privilégié. Dans le mythe de Sisyphe, Camus utilise ce même mot pour définir la relation de l'homme au monde. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Il les scelle l'un à l'autre comme la haine seule peut river les êtres. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me